Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Baptiste. Salut Alexandra. Ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Je t'ai demandé de nous parler un petit peu management et surtout apprentissage. Donc, ouais. Avant d'en dire plus, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Ok, merci beaucoup de m'inviter. Moi, je m'appelle Baptiste Benezet, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 3 fils. Je suis ingénieur de formation et je travaille sur des sujets management, RH, conduite du changement, transformation. Bon, c'est un sujet assez large. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Team Bakery, que j'ai créé avec un ami à moi qui s'appelle Arnaud Joubet, qui est aussi ingénieur. Donc on n'est vraiment pas dans le domaine RH à la base. Et depuis 7 ans, on aide à la fois des managers qui prennent leur poste et des organisations aussi qui veulent un peu changer les choses. Donc on travaille beaucoup avec les DRH, on travaille beaucoup avec les directions transfo et direction générale sur effectivement des sujets de transformation culturelle, des sujets de formation management, avec une approche qui est un peu nouvelle, qui est plutôt de mettre en avant l'apprentissage par la pratique. Donc on parle de learning by doing. Et surtout, et je pense que ça c'est un peu notre mission depuis le début, c'est de sortir tout ce qui est formation en entreprise sur ces sujets management et travail en équipe. Moi je parle du carcan académique. Donc de la salle de classe, on prend des managers, on les sort de leur quotidien, on les met ensemble dans une salle de classe, alors virtuelle ou réelle, ouvert ou pas ouvert, on leur remplit la tête avec plein de trucs super intéressants. Et puis derrière, on croise les doigts pour qu'ils mettent des choses en place, sachant que la probabilité pour que ce soit exactement adapté à leur contexte de travail est finalement assez faible. Et que globalement, quand tu as appris un truc et que tu le mets pas en pratique dans le mois qui suit, ça a servi à rien en fait. Ouais, on rebondira là-dessus, mais je suis assez d'accord. Ce que je trouve le plus compliqué quand tu veux former tes managers, c'est de se dire tu vas avoir une formation qui est activable. Ouais. Et pour le coup, qu'ils en sortent avec, généralement, ils en sortent avec 20% d'intéressant et 80%, c'était un peu du bullshit théorique et ils vont pas l'appliquer. Donc, Et ça, effectivement, moi, en tant que... Donc, j'ai une carrière avant où j'ai monté d'autres structures, notamment une agence qui fait du développement mobile. J'ai travaillé plutôt dans les petites structures dans lesquelles j'étais... Alors, à l'époque, on disait chef de produit. Maintenant, on dirait product manager, je pense. Start-up. Start-up, ouais. Là, on était sur des PME innovantes. Mais globalement, effectivement, j'ai été confronté à ça, notamment parce que j'ai fait monter je me suis formé au management, j'ai fait monter en compétences des gens qui étaient dans mes équipes là-dessus. Et c'est vrai que la modalité formation management ponctuelle correspondait pas à nos habitudes de travail, c'est-à-dire que ça crée une espèce de fossé fossé un peu artificiel entre les managers et leurs équipes. Et deux, il y a le côté, ça arrive une fois, dans le meilleur des cas, une fois tous les 6 mois, une fois par an. Sinon, c'est plutôt une fois quand il y a un problème, quoi. Et qu'on peut avoir des approches beaucoup plus progressives, continues, points de contact réguliers. Je pense qu'on va parler un peu rituel d'apprentissage aussi. Que ça vient pas forcément de l'extérieur, d'ailleurs. Donc voilà, on travaille un petit peu sur ces sujets et... j'allais dire à côté de ça, mais ça nourrit beaucoup ce que je fais chez Team Bakery. J'ai créé et j'anime un podcast qui s'appelle Learning by Doing, qui a bientôt
3 ans. Donc ça fait à peu près 150 invités sur le podcast. C'est un bébé post-Covid ou C'est un bébé qui a commencé au moment post-Covid, exactement. Qui était la volonté de me rapprocher d'un écosystème que je connais a priori pas très très bien. Même si j'ai été manager, je connaissais pas bien tous les enjeux des directions RH et des DG. Et puis effectivement de montrer qu'on peut apprendre autrement et que y a plein de gens qui ont des talents, qui ont développé des apprentissages qui peuvent nous inspirer, des trucs intéressants à piocher à droite et à gauche, et plutôt que juste prendre un café avec les gens, leur tendre un micro pour essayer d'en faire un recueil de bonnes pratiques. Ouais, je dis pas ça parce que je t'ai invité, mais moi c'est un des podcasts phares que j'écoute, et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas avoir des invités complètement différents. Le dernier que j'ai écouté, c'est, j'ai pas son nom, mais qui fait du running, tu vois. Je trouvais ça hyper intéressant. Running Addicts, Nicolas Spies. Mais toujours autour de l'apprentissage, mais avec des prismes complètement différents, et il est hyper riche en termes de contenu, donc et complètement accessible aussi. Donc, merci beaucoup, ça fait très plaisir, et c'est il y a une volonté derrière ça, c'est que j'ai une partie de mon cerveau qui est très créative et qui me nourrit beaucoup de ce que je peux voir dans d'autres environnements. Et je suis convaincu qu'en fait, c'est comme ça qu'on a des bonnes idées. Assez récemment, et c'est marrant que tu me parles de l'épisode avec Nicolas, ça a commencé il y a 1 an, mais vraiment depuis 6 mois sur le podcast, je me suis dit, faut que tu sortes du pur sérail RH, parce que on retombe souvent sur les mêmes trucs. Et puis, tu as un podcast aussi, donc tu sais que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Faut vraiment que ça me nourrisse. Et donc, effectivement, aujourd'hui, dans Learning by Doing, il y a forcément des professionnels, des RH, du management, mais il y a aussi des coachs sportifs, des athlètes, des chorégraphes, des gens qui font du chocolat. Ouais, mais tu peux transposer leur mode d'apprentissage à... Ouais, en fait, leurs expériences sont hyper intéressantes, et il y a, alors oui, pour parler un petit peu du running ou du sport d'endurance, on va peut-être en reparler parce que la métaphore est super bonne, de dire il y a plein de trucs à reprendre autour du sens qu'on donne aux choses qu'on veut faire, de la progressivité, du cadre qu'on se donne aussi, et puis effectivement de comment on se crée des nouvelles habitudes. Donc il y a plein de trucs super intéressants. Enfin, c'est assez cool. Écoutez Learning by Doing. Donc là, je voulais te parler aussi le fait que quand on a souvent des managers, soit primo managers, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, souvent ils sont dans beaucoup de boîtes pas formés, pas accompagnés, pas sensibilisés. Et pour autant, l'apprentissage se fait souvent par l'expérience. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ton avis sur cette importance-là de l'apprentissage par le terrain ? Ouais, c'est un très bon point. Et c'est depuis cette année, la mission que je me suis donnée, c'est d'aider justement ces primo-managers, des gens qui passent d'un rôle de contributeur expert, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont été promus souvent, à contributeur expert plus manager. Je parle notamment des profils tech ou profils expertise, ça peut être du design, des achats, de la finance, voilà, des gens qui ont fait leurs preuves ou qui arrivent en ayant ce statut d'expert et qui doivent prendre en plus cette responsabilité un peu d'orchestration et d'être au contact de leur équipe. Alors oui, on apprend en pratiquant, et oui, il y a une partie de ce qu'on fait qui est du bon sens, ça c'est clair. Le problème, en tout cas le point d'attention, c'est que quand on fait des erreurs, ça peut être des erreurs sur des people. Et donc c'est vite, comment dire, impactant. Il y a plus de compétences que si tu es cuistot et que tu cuis mal un gâteau, quoi. Enfin, ouais, après tu peux te couper, tu peux te brûler. Mais bon, effectivement, ça peut avoir des effets qui dépassent juste... Oui, tu as des effets santé mentale, etc. sur les équipes. D'où l'intérêt, effectivement, de s'occuper de ces gens-là et de leur proposer des modalités de formation rapides à mettre en œuvre, simples, et surtout, comment dire, quand on parle d'apprendre en pratiquant, c'est vraiment ça l'idée, c'est que ça leur prenne pas de temps. C'est juste qu'on les aide à s'organiser. Quand on passe manager, on attend de vous que vous passiez du temps au management. Ça doit pas être fait en plus du reste. Du coup, effectivement, on est beaucoup sur ce sujet de leur proposer une forme pour filer la métaphore du sport d'endurance, de plan d'entraînement. Alors là, en ce moment, on travaille sur un plan en 90 jours, donc 3 mois, 12 semaines,
où semaine après semaine, on va les aider à progressivement prendre leur poste en faisant attention à un certain nombre de choses. Donc on a séparé ça en 3 phases. Une phase qui est vraiment de l'organisation personnelle. Je sais que c'est un sujet que tu maîtrises et auquel tu es sensible, de simplement parler de gestion du temps, des rituels indispensables que sont le point d'équipe, le point individuel avec chacun de mes collaborateurs, et surtout de donner des premiers éléments sur le feedback, qui pour moi, en fait, ces 4 premières semaines, c'est quasiment la trousse de secours. C'est de dire, déjà, si tu mets ça en place... tu leur donnes une belle base, en tout cas. Globalement, déjà, si tu n'as pas ça en place, ça ne sert à rien que je te parle de gestion des conflits, de délégation, de fixation d'objectifs. On va déjà parler de ça. Donc, première phase, vraiment l'organisation. Deuxième phase, plutôt sur fédérer et motiver les gens autour de moi. Donc là, on parle de la gestion des objectifs, on parle de la délégation, on parle de comment gérer quand ça chauffe un peu, avec un client, avec quelqu'un de l'équipe, avec d'autres équipes, parce qu'on est de plus en plus en collaboration transverse dans les équipes. Je pense qu'ici, tu dois avoir des discussions entre le commerce et la prod. Faire en sorte que des développeurs comprennent des directeurs artistiques et inversement, tu vois. Ouais, voilà. Pas le même langage, et donc tout ça, c'est plutôt le deuxième étage de la fusée. Aussi, les aider à dire non. Pour nous, c'est vraiment cette partie-là qui est très importante. Dire non, c'est quand même beaucoup plus simple quand tu as fixé ce cadre autour des objectifs, autour de comment tu délègues ces sujets. Et la troisième étape, qui est plutôt une étape on va appeler ça plutôt du développement. On va pousser un petit peu plus loin, développer leur pouvoir de conviction, leur force de conviction, comment défendre ses idées, comment proposer un argumentaire avec de l'empathie pour se donner un maximum de chances d'y arriver. Travaille aussi sur des sujets de test and learn, comment je cultive ça dans mon équipe, comment je trouve un peu des projets bac à sable. On peut, oui, certes, on a des trucs pas évidents à faire tous les jours, mais on peut cultiver cette curiosité. Curiosité, je pense que les gens, je sais pas, ça fait 10 minutes qu'on se parle, ont compris que la curiosité, c'est quand même un gros moteur pour moi, et je suis convaincu que les gens s'épanouissent dans leur taf si on assouvit ce truc-là, d'une manière ou d'une autre. Et la dernière partie, qui est un peu la fin de ce premier cycle, c'est comment on mesure nos progrès, comment on célèbre et comment on se met en route sur la prochaine étape. Et en fait, ce type de programme, de plan d'entraînement, c'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est pour nous un peu le futur de l'apprentissage, dans le sens où on ne veut pas tout vous donner. En revanche, il faut qu'on soit une forme de figure d'autorité pour vous, parce qu'il y a un moment, il faut que ça vienne de l'extérieur, parce que on ne bouge pas tant qu'il n'y a pas un élément externe qui arrive. Il faut qu'on soit là aussi en support pour vous aider s'il y a besoin de répondre à certaines questions. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour faire certains sujets, donc il y a un vrai sujet de concrètement comment ça marche. Début de semaine, on leur donne des checklists et on leur rappelle des trucs à faire. À la fin, ils nous donnent du feedback en disant j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, et on discute avec eux et on ajuste en fait la suite du plan. Et à 4 semaines, enfin en gros à chaque fin de phase, donc à 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, on fait un point avec eux, soit en individuel, soit en collectif. Collectif, j'aime bien parce que c'est cool quand tu as plusieurs managers qui prennent le train. T'apprends des autres aussi, quoi. T'apprends des autres, tu te soutiens. Quand on revient sur un élément extérieur, c'est cool parce qu'on a un autre éclairage. L'intelligence collective, pour moi, c'est le plus puissant. J'ai pas pu avancer sur parce qu'on a ce gros projet qui est arrivé. Et puis, oui, j'ai bien vu ce projet, mais moi, je l'ai traité comme ça. Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc-là que je trouve super intéressant. Et en fait, moi, en te le disant, je me rends compte que ce qu'on fait, c'est moins de l'information qu'un... parle de coaching au sens sportif. Donc, on offre ce cadre et on est réactif par rapport à ce cadre et on essaye d'être un peu des consultants d'équipe sur cette partie-là. Pour répondre à cette question, oui, on apprend. Enfin, l'expérience est déterminante du point de vue du management. Reste qu'il faut un cadre et du soutien parce que si on commence en faisant des erreurs, globalement, les conséquences peuvent être assez importantes pour les gens autour de nous, pour l'organisation. Et puis, ça peut créer tout de suite un blocage en disant, en fait, tu sais, tu as sûrement eu des collègues qui sont venus en disant, non, mais je suis pas fait pour ça. En réalité, je pense qu'on n'est pas manager et c'est un truc qui s'apprend. Alors oui, il y a des gens qui ont plus d'affinité, il y a des gens qui intrinsèquement ont peut-être plus d'empathie et sont plus à l'aise là-dessus. Mais globalement, avec le bon cadre, on arrive à avancer. Mais il faut poser vraiment les briques les unes après les autres.
Et pour commencer, effectivement, le sujet de la gestion de son temps, c'est le tout. Enfin, moi, je comprends pas que même à l'école, on nous apprenne pas à gérer notre temps, quoi. Ouais, là, je vais rebondir sur plein de trucs. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que, justement, quand tu as un cadre, à peu près tout le monde peut faire du management. Maintenant, il y a un vrai sujet de... ça doit pas être une promotion, tu vois. Tout Moi, à fait. je suis très sur le faut avoir envie de le faire. Si c'est une étape obligée pour aller, pour progresser, aucun Tu sais, nous, intérêt. avant qu'ils rentrent dans nos programmes, on leur fait faire une éval avec des questions en disant est-ce que t'aimes ça Enfin, juste pour qu'ils trouvent un peu d'une certaine façon le pourquoi, Oui, le c'est sens ça. de qu'est-ce que eux ils veulent développer en étant manager. Si c'est juste cranter au niveau salarial pour avoir le poste, enfin derrière, tu gères de l'humain, donc il y a Tu as plein raison. de points de vigilance à avoir là-dessus. Et c'est un très bon point. Et alors, je sais pas, t'es DRH, donc peut-être que t'as des choses à nous. Je renverse la table et c'est moi qui vais t'interroger maintenant. Mais il y a plein de trucs à améliorer là-dessus. Effectivement, tu as raison. Je pense qu'on est encore trop dans le schéma de promotion salariale égale management ou management égale promotion salariale. Moi, je sais que quand j'avais une agence, notamment sur des profils techniques qui étaient la plus grosse population qu'on avait, on avait très tôt créé une logique de deux tracks, un track d'expertise et un track de people management. Ce qu'on a chez nous. Ou un track projet, en fait, où effectivement, et en fait, j'avais deux personnes à la tête du département technique, on va dire, quelqu'un qui était CTO et qui avait un rôle plutôt de faire monter toute l'équipe en compétences et maintenir en fait le niveau technique global et qui était un peu notre visage technique à l'extérieur, que ce soit en soutenance ou dans les conférences, des choses comme ça. Et on avait un patron de l'engineering, Head of Engineering, il s'appelait Edouard, donc c'était parfait, Head of Engineering, qui lui chapeautait plutôt les projets, les équipes projets, et qui avait ce rôle-là de piloter un rôle plus de management dans les équipes. Tu sais, chez Alan, tu sais comment il fonctionne ou pas? Tu as les managers coach et tu as les... Tu vois, pareil. J'ai écrit ça sur LinkedIn cette semaine. Ouais, j'ai eu Aude d'Alan qui m'a expliqué ça. Et ils ont publié si tu veux le lier à ton dans la description de l'épisode, ils ont fait elle a fait un super boulot de formaliser ça sur leur blog, où elle explique bien ce dual, c'est même pas un dual track, c'est qu'en fait les gens chez Alan ont un manager et un coach. C'est ça. Et donc le manager est sur les sujets de performance, le coach est sur les sujets de développement. Et je trouve ça assez cool. Ce qui n'est pas la même chose. Non, qui n'est pas du tout la même chose. Alors, tu vois, naturellement, moi, je pense qu'il y a des compétences, des choses à savoir faire quand tu es manager. Ça prend en faisant, learning by doing. Très clairement, je te dirais le feedback, tu vois. Ça, tu peux apprendre la théorie en formation. Maintenant, si tu ne l'appliques pas sur le terrain, tu n'auras jamais cette compétence-là dans ta boîte à outils. Pour toi, il y a d'autres compétences qui s'apprennent plus facilement qui s'apprennent que sur le terrain, presque. Ouais, je pense que... Alors, le feedback, oui, très tôt, on le met. Et ce qui est assez cool, c'est quand tu apprends à faire du feedback, tu peux t'en servir tout le temps. Tu peux t'en servir à la maison. C'est ce que j'allais dire. Pour parler avec, je sais pas, ton plombier ou la personne qui vient réparer la chaudière et qui ça se passe pas bien, tu peux aussi le faire. Ça évite de monter dans les tours. Tu peux le faire avec tes enfants, ça marche très très bien aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et encore une fois, je pense que ça pourrait être une compétence qu'on apprend un peu plus tôt. Et j'ai l'impression, pour regarder un peu ce qui se passe à l'école aujourd'hui, que c'est en train de se développer. Alors, c'est peut-être pas aussi formalisé, mais il y a des trucs de coopération. Oui, et de communication non violente. Ouais. Et je parle de l'école publique, hein, je parle pas d'un truc je parle genre. Du public aussi, hein. Mais en tout cas, j'y crois beaucoup. Donc ça, c'est effectivement une compétence qui ne reste que de la théorie si on ne la met pas en place. Ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, quand on parle de feedback, les gens pensent tout de suite à recadrage, conversation difficile. Mais en fait, on peut aussi faire du feedback sur des trucs positifs. C'est globalement la même méthode et elle fonctionne très bien aussi. Si tu fais quelque chose de bien, qu'on ne te le dit pas, tu ne sais pas que c'est bien. C'est comme ça que tu progresses. Exactement. Je pense qu'il y a un sujet qui arrive très tôt dans les parcours, dans les montées en compétences des managers, c'est le sujet de la délégation. Qui est un sujet qui fait peur aussi, notamment quand on est expert. Pourquoi ça fait peur? Simplement parce qu'on se dit on peut se dire rapidement que c'est une perte de temps, en disant moi je le fais plus vite,
ou que ça va être mal fait, parce que moi j'ai l'habitude de le faire comme ça, et donc je comprends pas pourquoi il le fait comme ça. Nous, ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est que c'est pas on ou off une délégation. Il peut y avoir plusieurs niveaux de délégation. Première catégorisation générale qu'on fait, c'est est-ce qu'on fait une délégation fermée, donc plutôt pour quand on a un collègue junior ou quand on parle vraiment d'une tâche à exécuter qui est hyper concrète. Donc on explique ce que la personne doit faire et on se met d'accord sur en gros le mode de reporting qu'on attend, quand est-ce qu'on se revoit, quand est-ce qu'on communique là-dessus, quel est le moyen de se parler s'il y a un problème sur le sujet. Et de l'autre côté, on peut avoir des délégations beaucoup plus ouvertes, où là on va expliquer pourquoi on délègue cette tâche et pourquoi on la délègue à cette personne, pourquoi c'est la bonne personne là-dessus. On se fixe un cadre, encore une fois, mais là on laisse beaucoup plus de latitude sur la manière d'arriver au résultat. Et c'est aussi un bon moyen de développer les gens, de ne pas se retrouver comme hub centralisant toute l'information et avec potentialité d'exploser en vol parce qu'on a trop de trucs à gérer et on devient goulot d'étranglement. Ça, je pense que c'est un des trucs qui peut bien fonctionner. Et après, bon, je vais finir ma digression parce que sur la délégation, on peut aller un peu plus loin dans les niveaux de délégation qu'on attend. Mais pour moi, ça me semble être aussi une compétence qu'on développe bien que si on la teste. On pratique au quotidien, ouais. Et ce qui est cool avec la délégation, c'est qu'on peut commencer sur un truc ouvert en expliquant pourquoi. Si on se revoit et qu'on voit que ça marche pas, on repart sur des trucs un peu plus fermés et on a neutralisé l'effet, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais organisation, anticipation. Ouais. On voit aujourd'hui, on en discutait, souvent les managers, leur gros pain point quand ils commencent à faire du management, c'est de se dire j'ai pas le temps. Enfin, comment je gère mon temps entre l'opérationnel, les objectifs de performance qu'on me demande, les équipes à gérer, les conflits, ce que tu disais, entre les autres équipes, etc. Comment vous les accompagnez? Si tu avais des conseils déjà à donner aux managers, ce serait quoi? C'est un super sujet. T'as combien de temps? Parce que je peux faire 2 heures là-dessus. C'est un super sujet et c'est le point de douleur numéro 1 des personnes qui sont promues managers, c'est qu'on les promeut mais on les accompagne pas et donc ils prennent ça en plus du reste. Nous, ce qu'on essaie de leur dire là-dessus, c'est de dire le but du jeu, c'est pas d'en faire plus, c'est de faire autrement. Vous pouvez pas faire plus. Vous avez un nombre d'heures fini dans votre semaine, vous avez des équipes en plus, donc c'est pas possible. Le premier conseil qui est ultra pratique et qu'on donne à tout le monde, c'est de leur expliquer qu'en fait ils passent manager et on attend d'eux qu'ils managent. Donc si on attend d'eux qu'ils managent, c'est que c'est un sujet important et donc il faut qu'ils dédient du temps. La première poche de temps qu'on leur propose d'investir, et là je parle d'investissement parce qu'il va y avoir du rendement derrière, c'est de prendre un quart d'heure, 20 minutes, peut-être 25 minutes au début, chaque lundi matin quand ils arrivent, ils peuvent faire ça le vendredi soir avant de partir, juste pour visualiser ce qu'il y a devant eux dans la semaine qui arrive. On a beaucoup parlé d'anticipation en préparant cet épisode, c'est fait pour ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce quart d'heure-là? Il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Le premier, c'est regarder toutes les réunions auxquelles je suis invité dans la semaine et challenger ces réunions. Tu as 2 façons de challenger, c'est de dire est-ce qu'on n'a pas une autre façon d'avancer sur le sujet, soit de manière totalement asynchrone par email sur des documents partagés, soit simplement parce qu'en fait j'ai un de mes collaborateurs qui m'a mis un point sur un projet, mais il le sait et on le sait, on a un one-one chaque semaine tel jour, donc est-ce qu'on peut pas juste traiter ça à ce moment-là? Donc de réorienter vers le mode par défaut qu'on a et les rituels qu'on met en place par défaut, ce qui justifie aussi le fait d'avoir des rituels par défaut, mais bon, je rouvre pas ce sujet, sinon je vais pas finir mon explication. Donc le premier truc, c'est effectivement challenger les réunions, dédoublonner au maximum. Quand je parle de dédoublonner, je pense que les gens visualisent les créneaux Outlook qui superposent les uns sur les autres. Ça crée de la charge mentale pour rien et en fait vous pouvez juste pas être aux 2 endroits. Donc si vous pouvez pas y être, dites que vous n'y êtes pas dès le lundi, c'est plus poli pour la personne qui vous a invité et vous, ça vous libérera de la charge mentale. Les réunions que vous gardez, posez aussi quelques minutes, un petit créneau d'un quart d'heure pour bien les préparer et vous assurer qu'elles sont préparées, c'est-à-dire qu'il y a un agenda,
qu'il y a des documents de contexte et que vous savez pourquoi vous voyez. Ça, c'est des conseils. Je fais des trucs basiques, hein, mais globalement, ça, c'est un truc qui est... Ouais, mais c'est basique et pour autant... Ouais. Et donc, ce créneau-là, il est fait pour vraiment regarder ça. Il y a un autre point que j'aime bien. Enfin, il y a 2 autres points. Et après, j'en finirai sur ce rendez-vous-là. L'avant-dernier point, c'est d'essayer d'anticiper son niveau d'énergie. Alors, c'est pas simple au début, mais ça peut être vraiment super intéressant. Je te donne un exemple. Tu vas chez un client toute l'après-midi pour un copil un peu tendu parce que tu dois recaler le projet, tu dois aller demander soit du délai en plus, soit du budget en plus parce que voilà, ça arrive sur des projets, il faut aller négocier ça. Et tu as le point de mi-année avec ton collègue à 18h ou à 17h30 quand tu rentres au bureau. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de le faire à ce moment-là ? Tu sais que tu vas sortir là-dessus un peu fatigué, pas forcément dans le bon état d'esprit, et c'est vraiment le dernier truc que tu veux faire de voir ton collègue pour faire un point de mi-année. C'est pas lui faire un cadeau, c'est pas te faire un cadeau de faire ça. Est-ce que tu peux pas juste requalifier ça ? Alors, je te dis pas de déplacer tous tes meetings clients parce que c'est pas possible. En revanche, dire contacter ton collègue, dire tiens regarde, là on a le truc à 17h30, est-ce qu'on se le fait pas plutôt demain juste après le déj ? On sera tous les deux dans de meilleures dispositions. Voilà, c'est un bon moyen de le faire. De la même manière, et ça peut être un travail un peu plus sur le long cours, d'essayer de préparer ces semaines à l'avance. Alors, je ne te dis pas de regarder ta semaine prochaine, mais peut-être de commencer à bosser un agenda type dans 1 mois, 2 mois, où le matin, tu te mets 1 ou 2 fois par semaine du deep work parce que tu sais que tu auras toujours du deep work à faire dans ta semaine, tu ne sais pas exactement sur quoi. Et te programmer peut-être des plages réponses à tes emails 3 fois par jour parce qu'en fait, sinon, tu n'es pas concentré en réunion et t'exploses. Ça peut être aussi intéressant. Le dernier point, et qui est le point le plus important pour moi de ce rendez-vous du lundi, c'est de faire un point sur tes priorités de la semaine. C'est quoi les 1 à 3 sujets que tu veux avoir mis derrière toi vendredi ? Pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, ça va guider toutes tes décisions dans la semaine. Alors, en général, quand je dis ça, je dis mais attends, moi j'en ai 12 des priorités, c'est pas possible. Oui, mais regarde, à l'échelle de 5 jours, tu peux pas faire avancer 12 sujets. Donc, c'est quoi les trucs ? Là, tu es contraint, tu as 5 jours. C'est quoi les trucs que tu vas avoir fini à la fin de la semaine ? C'est pas évident. Ça prend du temps à faire et de semaine en semaine, en fait, tu arrives à trouver le bon niveau de granularité. Enfin, typiquement, tu vois, je sais pas, je visualise, toi, tu dois avoir des tâches autour du recrutement. Ta tâche de la semaine, ta priorité de la semaine, c'est pas recrutement. Ta priorité de la semaine, c'est avoir fini la job desk, l'avoir fait valider et l'avoir posté dans 4 job boards. Et c'est ça que je dois avoir fini. Et c'est le truc qui fera qu'en fin de semaine, je me dirai, j'ai bien bossé cette semaine. Tu vois, essayer de trouver des trucs hyper granulaires qui te font, qui te montrent que tu progresses de semaine en semaine sur ces sujets. Et c'est pas grave si la première semaine t'as pas bien fait. Ça fait partie du truc d'être progressif là-dessus. Un autre point qui peut être super intéressant et qui est lié au fait d'avoir des objectifs plutôt clairs, c'est de valider que les 1 à 3 priorités que tu t'es fixées vont bien contribuer aux objectifs globaux de l'équipe. Typiquement, je sais pas, tu as un objectif commercial. Si dans ta semaine, il n'y a rien autour de la prospection, il y a un souci, quoi. Alors, il n'y a rien autour de la prospection. C'est pas faire de la prospection. C'est faut que j'ai 2 créneaux pour faire du phoning cette semaine. C'est juste ça, quoi. Voilà. Excuse-moi, je suis allé un peu loin, mais je pense que c'est des... Pour moi, c'est presque une routine d'organisation pour être plus... C'est une routine, c'est 15 minutes dans ta semaine. Ouais, mais c'est 15 minutes qui vont t'en faire gagner combien la semaine suivante, tu vois ? Pour moi déjà, rien que le fait de challenger tes réunions, je leur dis c'est rentable. Parce que tu prends tes 20 minutes, si tu t'évites 2 heures de réunion qui t'auront servi à rien, c'est gagné en fait. Tu as déjà gagné 1h40. Mais pour ça, il faut être formé à apprendre à dire non aussi. Qui est un autre sujet, une autre compétence. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué dans ce qu'on fait. Alors, l'idée, c'est d'avoir un plan pour aller progresser. Ce qui est assez rigolo quand on avance dans le plan avec les managers, c'est qu'ils nous disent au bout d'un moment, j'ai l'impression de faire un pulse et de commencer à avoir la vue d'ensemble. Oui, tous les sujets se tiennent. Le sujet de délégation, il est lié au sujet des objectifs ou à la gestion du temps. Le sujet de effectivement être bien organisé, tu peux pas te cacher derrière ton planning en disant attendez, non, me dérangez pas, je suis en train. Non, tu es obligé de communiquer, tu es obligé de faire du feedback, tu es obligé de dire non, tu es obligé parfois de gérer des tensions. Tout est lié dans ces sujets.
Mais ouais, je trouve le sujet passionnant parce que tu as un espèce de truc où tu as un pulse qui vient se compléter et puis une fois que tu as un peu d'expérience, tu vois là-dessus, tu dis ah ouais, là faut que je fasse gaffe à nouveau à ce truc-là parce que je vais me faire déborder par ailleurs. Comment pour toi l'erreur ça peut être une source d'apprentissage et surtout, enfin moi je te donne ma vision, c'est au niveau RH on est là aussi pour accompagner les managers et leur faire aussi du feedback sur les axes d'amélioration. Et je pense aussi que moi à chaque fois je dis aux managers soyez vraiment dans une relation de transparence avec vos équipes pour leur permettre de vous faire du feedback et de savoir ce que vous pourriez faire de mieux et puisque vous avez peut-être pas forcément bien fait. Pour toi, cette relation à l'échec et à l'apprentissage, comment tu la développes avec les managers que tu accompagnes ? C'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire en sortant du cadre de l'injonction. Je pense qu'il y a un truc qui est super dur quand tu es manager, c'est que tu es bombardé d'injonctions. Je ne sais pas si c'est dans cet épisode ou celui qu'on vient d'enregistrer avant où tu parlais d'étau, il y a vraiment ce truc-là de dire tu es entre le marteau et l'enclume, tu es à la fois un relais des équipes, mais tu es aussi toi salarié, donc tu es aussi tributaire de tout ça. Pour ce qui est du feedback, pour sortir de l'injonction, moi le conseil que je donne à chaque fois, c'est alors oui, donner du feedback, ça s'apprend, en recevoir, ça s'apprend aussi. Et le premier truc, je pense, à faire, c'est de canaliser, de donner du cadre au feedback qu'on veut recevoir. Je te donne 2 exemples. Un exemple, ça peut être effectivement en one-one. On fait un one-one toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois avec un collègue. Finir en donnant du feedback, en disant « Écoute-moi comment je peux t'aider », mais une fois qu'on a cadré la relation et qu'on va vraiment parler de comment je peux t'aider sur ce projet ou pour tel problème, c'est un moyen aussi de canaliser le retour et d'éviter de se mettre à ouvrir une forme de boîte de Pandore où la personne te sort tes 4 vérités. Non, en fait, là, on est là pour se parler de ce projet. Je vais te donner 3 exemples du coup. Premier exemple, c'était celui-ci. Deuxième exemple, plutôt l'entretien de mi-année où là, on se fait un feedback plus global où là, effectivement, ça peut être un peu plus large sur nos rituels de travail, sur la façon dont on se parle, sur la façon dont on s'écrit, peut-être sur les horaires. Il peut y avoir des choses à se dire, tu vois, qu'on n'a pas l'occasion de se dire. Et là, c'est cool de prendre un peu de hauteur sur la relation collaborateur-manager. Mais on est là pour se parler que de ça. Là, pour le coup, on ne parle pas des projets, on parle vraiment de ça. Et après, moi, il y a un rituel que j'aime beaucoup, qui est un rituel que j'ai hérité des projets que j'ai fait en Agile notamment, qui s'appelle la rétrospective, qui est super intéressant parce qu'il est collectif en plus et qui, je trouve, il responsabilise beaucoup l'ensemble des gens de l'équipe, qui est simplement de faire un point donc régulièrement, ça peut être tous les mois ou ça peut être à chaque fin de jalon de projet ou à la fin d'un projet, juste de se poser, pas de se parler de ce qu'on a livré, mais de comment on l'a fait, comment on a bossé ensemble. Et de se poser en gros 3 questions. Qu'est-ce qu'on garde qui marche bien ? Qu'est-ce qu'on arrête parce que ça énerve tout le monde et ça crée de la frustration et en fait on n'est pas efficace. Et ni efficace ni on bosse confortablement, c'est épuisant. Typiquement, je sais pas, la communication sur Teams souvent revient à ce moment-là. Arrêtez de pinguer tout le monde dans le chat, ça saoule tout le monde. Ou respecter les temps de deep work des gens, ça peut être aussi un truc qui revient souvent. Et enfin, 3e question, qu'est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on essaye, soit pour renforcer ce qui marche bien, soit pour enlever ce qui marche pas et remplacer ce qui marche pas, soit simplement parce qu'on s'est dit tiens, notre équipe travaille comme ça, est-ce qu'on testerait pas cette méthode-là ? Ce qui est une modalité de feedback, mais autre. Donc pour sortir de l'injonction à demande du feedback à tes collègues, je pense qu'il y a un vrai sujet de fais-le, mais fais-le en cadrant bien les choses. Ça permet un peu de sortir de je vais me faire juger par -1, tu vois, je suis pas à l'aise, il va me parler de moi. Enfin, tu vois le genre de truc que ça peut provoquer, quoi. C'est intéressant l'exemple de test and learn, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, comment on peut s'inspirer des autres et pour le coup ça ouvre d'autres perspectives dans la relation, tu vois, donc c'est intéressant. Si on devait parler plus rituel de travail, parce que toi tu accompagnes beaucoup les managers et les équipes sur justement les rituels de travail, comment ils peuvent pour toi accélérer vraiment l'apprentissage des managers et des équipes ? Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de rituels ? Parce que tu vois, moi, naturellement, tu vois, j'ai commencé à mettre en place alors je ne sais pas si ça rentre dans tes rituels de travail, mais en tout cas des formes de collaboration entre managers. Je fais des ateliers de co-développement,
alors j'ai appris le terme des masterminds en façon un peu plus accélérée, mais c'est des choses d'intelligence collective que moi je considère être des rituels que je fais régulièrement et qui fonctionnent assez bien. Est-ce que ça rentre dans tes rituels de travail ou pas? Ou si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu proposes? En fait, c'est super dur de se répondre parce qu'il y a autant de... Alors, il y a des indispensables, mais au-delà des indispensables, donc on va parler point d'équipe, point individuel avec nos collègues, et puis en gros point projet au sens très large, qu'il soit interne, externe, transverse à l'organisation. Il y a tout ce qu'on peut mettre en place qui va effectivement nourrir une culture de l'apprentissage au bureau. Donc ça, là, je t'ai parlé un peu des indispensables. Après, effectivement, je peux te faire une liste super large, mais ça va dépendre, on va dire, du niveau de maturité de l'organisation, de la culture de l'organisation, de l'adéquation avec les valeurs, de l'intérêt aussi dans l'efficacité. Je suis pas partisan d'un suréquipement rituel, mais effectivement, il y a des trucs que j'ai vus qui fonctionnent très bien. Je parle souvent de la rétro parce que je trouve que c'est un truc qui est ultra fédérateur. Alors, il y a tout rituel a ses avantages et ses défauts. Le défaut de la rétro, c'est qu'il est hyper mobilisant sur le moment. En revanche, s'il n'y a pas des plans d'action clairs qui ressortent, des responsabilités, des dates où on se revoit pour faire un point, bah, au bout de la 4e rétro, t'arrêtes parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme le Pulse Survey, on te demande ton avis, il se passe rien. En fait, ça a un effet plutôt néfaste sur le long terme. Mais oui, du co-développement... moi, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Bring What's on Your Desk, qui est un peu le codev, quoi. C'est un groupe de managers entre pairs qui se réunissent en disant c'est quoi ton caillou dans la chaussure en ce moment, c'est quoi le truc où tu galères en ce moment, et on se met un peu en mode consultant pour t'aider sur le sujet. C'est un peu j'appelle ça un mastermind. De toute façon, c'est pas du tout ça, tu vois, mais c'est exactement, tu vois, moi j'avais mis en place des ateliers de codev. Ouais. Alors, les premiers codev, ils étaient hyper intéressés, ça changeait, c'était en mode atelier. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y en a qui se lassaient parce que les problématiques des uns ont traité qu'une problématique en 2 heures. Ouais, tout à fait. Et en fait, ils m'ont dit, bah ouais, ok, mais je voyais bien qu'ils commençaient à s'endormir. Je me suis dit, bon, ok, on va challenger le truc. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et du coup, on est passé sur un peu ce que tu dis. Chacun formalise une problématique. Alors, je ne peux pas faire passer tout le monde, mais on en fait passer au moins 4, mais on les traite de façon plus rapide, de façon à ce qu'il y ait plus de diversité de problématiques qui soient échangées entre eux. Bah ouais, c'est super intéressant. Après, tu as plein de trucs que tu peux mettre en place pour développer l'apprentissage au-delà du sujet pure management. J'ai fait un blog post récemment sur comment développer l'apprentissage pour 0€. Ouais. Je peux te partager les grandes lignes, mais il y a moi, les trucs que j'ai pu glaner ici et là que je trouve super intéressants. Le premier qui est hyper concret, c'est d'avoir une bibliothèque au bureau. Avoir une bibliothèque, un truc où alors je l'avais fait moi, je l'ai piqué je crois chez My Little Paris. Ils ont ça chez My Little Paris. Ils ont une grande bibliothèque et il y a un compte Amazon ouvert. Alors je crois qu'il est borné ou pas d'ailleurs par mois, mais où les gens peuvent faire une wishlist et tous les mois il y a une commande qui part. Et en fait c'est con, mais enfin c'est pas con, pardon. À une époque où on se dit ouais faut qu'on se revoie au bureau et trucs comme ça, je trouve que ça crée une ambiance de travail qui est absolument tu vois, les gens se recommandent des trucs, se mettent des petites notes de lecture, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a un truc hyper ouais, puis ça te demande pas un gros budget, et de se dire, tu vois, un truc tout bête, mais chaque collaborateur, vous commandez un bouquin dans l'année, et derrière c'est dans la bibliothèque, et du coup ça te permet de créer des synergies, d'apprendre des compétences des autres, de créer des ponts. C'est ce que tu dis, c'est hyper intéressant, tu vois. Ça j'aime bien. Moi j'aime bien aussi proposer du binomage, donc de faire bosser les façons les plus simples, c'est effectivement une forme de compagnonnage sur des juniors qui arrivent, qu'ils aient un mentor un peu plus senior plutôt sur leur expertise, mais aussi des formats alors random coffee ou tu vois, des trucs un peu random pour que aussi les gens se connaissent et que tu vois, ils prennent un peu de temps pour déjeuner, boire un café ensemble. Dans les choses que j'ai testées qui coûtent rien, c'est t'invites des experts à déj. Tu fais des déj, alors tu peux payer à manger à tes collègues si tu veux ou pas. Ils viennent avec leur gamelle, mais globalement tu fais venir quelqu'un qui a une expertise soit liée à ton business, soit un peu plus inspirant. Je trouve ça très cool. En plus toi tu peux le faire et tu couples ça avec un enregistrement de podcast et tu fais coup double. Et le dernier point que j'ai beaucoup vu, que moi je réservais souvent aux plus juniors, notamment les stagiaires, c'est d'avoir des projets bac à sable.
Les projets bac à sable, c'est... alors, quand on est une boîte de service, c'est un peu notre R&D, tu vois. Les projets, on va tester un nouveau SDK ou... je sais pas, on avait fait des trucs... Un peu en mode lab, quoi. Totalement. Mais avec une volonté de publier derrière. C'est-à-dire qu'on teste des choses, on responsabilise des juniors sur ces sujets, on dit, à la fin, il faut que ce soit une vidéo, un blog post, tu vois, un truc qui a un impact sur la marque employeur, sur tu vois, même le marketing d'une certaine manière. Alors, c'est peut-être sans doute retraité ou ça s'insère dans un tout derrière. Mais je pense que c'est des trucs qui te permettent de, au-delà de l'aspect management pur, contribuer à t'as une boîte où les gens ont envie d'apprendre, quoi. Et on leur permet d'apprendre. Pour finir un petit peu sur ces sujets d'apprentissage, si tu devais nous partager 2 ou 3 conseils clés à donner à un manager pour progresser rapidement, toi, vraiment les 3 sujets clés sur lesquels c'est un indispensable et faut s'y attaquer dès le départ, ce serait quoi? Moi, je pense que le premier truc, c'est de vraiment se poser la question de pourquoi il est manager. Il ou elle est manager. C'est quoi le truc qu'il veut c'est quoi le truc qu'il aime dans cette responsabilité-là? Tu vois, il y a un truc, pour moi, est vraiment intrinsèque et qui est un oui-non, quoi, en gros. C'est de dire, c'est pas la seule carrière possible et c'est cool aussi de pas être manager. Mais pourquoi je le fais? C'est quoi le truc qui m'éclate? Moi, quand j'étais manager, le truc qui m'éclatait, c'était de... Alors, parfois, tu as une sensation d'inertie, mais parfois aussi, notamment quand c'est un peu chaud, tu as un espèce de sentiment de démultiplier de l'énergie qui est absolument fou. Enfin, je pense que j'ai rarement vécu ça, de dire, en fait, quand c'est bien fait, tu dis même pas vraiment le truc, tu sens que les gens se responsabilisent et tu sens que tout le monde va pousser dans la même direction, quoi. Ça, c'est assez fascinant. Donc, se poser la question de pourquoi. Tu vois qu'on a fait ça, se créer de l'espace, et à minima, tu vois, c'est 20 minutes, se créer de l'espace, et vraiment, le message que je veux passer aux managers, c'est on attend ça de vous, ça fait partie de votre job. Donc, c'est pas en plus du reste que vous managez. C'est juste, et je suis pas en train de vous dire que vous allez plus du tout faire de technique, plus du tout d'être en relation client, plus du tout vendre, plus du tout être, je sais pas, sur vos tableurs Excel parce que vous kiffez ça. Non, c'est pas ça. C'est juste, vous avez un certain nombre d'heures de travail dans la semaine, d'en prendre, je sais pas, 10%, et même je pense que c'est un max 10% dédié à ça, mais vraiment de prendre ce temps-là là-dessus. Et le dernier point, je reviens un petit peu, je fais un forward sur ce que j'ai expliqué sur la gestion du temps. C'est que je pense que, pour moi, je pense qu'on peut pas être à l'aise en management si on n'est pas un petit peu discipliné ou qu'on n'a pas ces habitudes-là. J'ai beaucoup parlé d'apprentissage par la pratique, learning by doing. Pour moi, il y a un truc sur lequel je suis beaucoup en ce moment qui est, les Anglais parlent de habit stacking, donc c'est d'empiler les habitudes et de dire, en fait, tu peux pas demander aux gens de tout de suite être hyper bon là-dessus si tu leur as pas fait un truc progressif et si tu leur as pas aussi montré que les premières petites habitudes qu'ils prennent, ils vont tout de suite avoir des victoires. Tu vois, ce rendez-vous du lundi, j'ai fini en parlant des priorités, j'ai dit que c'était le truc le plus important. En vrai, juste challenge tes réunions, quoi. Et si tu challenges tes réunions et si tu es OK là-dessus, tu vas déjà gagner du temps. Et tu vas déjà créer de l'espace pour la suite. Je reviens à toi, maintenant. Te concernant, comment tu appliques le learning by doing dans ton quotidien? Je pense que quand tu es entrepreneur, si tu n'es pas dans cet état d'esprit-là, tu fais pas grand-chose. C'est marrant, mais je me suis souvenu récemment d'un truc que je disais à mon dernier manager. Je lui disais, tant que j'apprends, je reste. Et en fait, j'ai cette chance-là, et franchement, je la mesure, c'est de pouvoir avoir un travail où j'apprends et de faire de cet apprentissage un peu le moteur, tu vois. De dire, quand j'apprends plus, il faut que je fasse autre chose, quoi. Et vraiment, je mesure le luxe que c'est et je suis ultra privilégié d'avoir ça comme job, quoi. Après, c'est pas simple tous les jours, hein. Il y a des contingences bassement matérielles, mais globalement, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça te met, entreprendre, ça se met aussi dans une disposition de trouver vite tes priorités. T'as un biais quand t'es ingénieur, c'est que t'adores construire des trucs. C'est le truc qui t'éclate, c'est imaginer ton produit. Sauf qu'en fait, quand tu te confrontes à l'entrepreneuriat, il y a un vrai sujet, c'est de le vendre et de le distribuer. Donc, moi, je suis souvent dans cette dichotomie entre concevoir et distribuer. Et c'est vrai
partout en fait. Hein. C'est dans le marketing, c'est de la distribution, des choses comme ça. Je pense que moi, c'est le truc sur lequel j'apprends encore beaucoup. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé il y a 7 ans, je pense que mon LinkedIn, il y avait, je sais pas, 2000, peut-être 2000 parce que je faisais un peu de commercial, personne qui me suivait, je publiais rien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas des trucs qui demandent enfin, financièrement, ça demande pas beaucoup d'investissement. Par contre, ça demande de t'y mettre, quoi. Et de te prendre des pains et de faire des posts. Tu vois, tu passes une demi-journée à créer un post, il y a 4 likes, tu fais, je suis nul. Et là, tu as un moment de solitude. Et en fait, alors, on n'a pas que des qualités. Moi, j'ai un défaut, c'est que j'ai un peu d'orgueil. Et donc, tu vois, je suis un peu énervé sur ces trucs-là. Et il y a un truc que j'adore, et c'est pour ça qu'on est encore une petite boîte et que je pense qu'on va le rester encore très longtemps, c'est que j'adore apprendre en faisant. J'adore comprendre les trucs avant de les déléguer. Alors, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas bon, donc je délègue tout de suite. Mais il y a des trucs, le marketing, la vente. En fait, j'ai appris que j'adorais ça. Et c'est chaque jour tester des nouveaux trucs. Je suis pas un énorme lecteur. Je suis un gros consommateur de podcasts et de vidéos. Le fait de faire le podcast, ça me force à apprendre aussi. C'est un peu une arme anti-procrastination. Tu vois, il y a un sujet. Je reçois un invité qui est formateur en IA. Il publie beaucoup de choses sur YouTube. Bah, je vais me faire un tuto complet pour. Déjà, je verrai un peu la personnalité de la personne. Et deux, j'aurais appris des trucs, quoi. Ouais. Alors concrètement, quelle est la part de mon temps dédiée à l'apprentissage, je suis incapable de te le dire. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, dans mes semaines, il y a 20% de travail sur de la production de pur, de la conception de pur, et 80% qui est sur de la distribution. Et la distribution, c'est quoi ? C'est faire de la vente, c'est faire du marketing, c'est enregistrer des podcasts, c'est aller rencontrer des gens. Et tu vois, très récemment, depuis janvier, j'utilise beaucoup plus des outils. Enfin, je me suis vraiment mis aux outils d'IA. Et il y a un truc d'efficacité. Mais en fait, moi, j'appelle ça un peu mon arme anti-procrastination. Et le premier bénéfice que j'ai, c'est qu'en fait, je passe beaucoup moins de temps en prod et je passe beaucoup plus de temps avec les gens. À enregistrer des podcasts, à déjeuner avec des gens, à aller à des événements. Et en fait, on en parle peu, mais je trouve que pour moi, c'est l'apport principal de l'IA. C'est qu'en fait, tu as ton assistant IA qui te formalise. Si je dois le dire comment, et... je bosse moins et je suis plus dehors, quoi. Enfin, je bosse moins. C'est dur. C'est comme nous, le sujet qu'on a sur l'IA, les RH, ça va nous servir aussi à toutes les tâches à moins de valeur ajoutée, ça va être automatique. Enfin, bref, on va pas rentrer dans le sujet, mais cruncher de la donnée, et on va préparer des contrats. Et on va passer plus de temps avec. Tu vois, moi, mes entretiens de recrutement, ils sont générés automatiquement par de l'IA. Et en entretien, je suis vraiment focus avec le candidat. Et quand j'ai un dev, je suis pas là en train d'essayer de comprendre les stacks dont il me parle, tu vois. Donc, Et pour finir sur l'apprentissage, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment essayer de trouver des ponts avec d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le corporate, parce que je pense que je suis convaincu comme toi que notre vie ne se limite pas aux frontières du bureau, et que on parle d'équilibre, je suis pas sûr que c'est un équilibre, c'est un tout, et qu'on peut se nourrir de plein de choses qui arrivent d'ailleurs. Tout à l'heure, tu parlais, pour finir, podcast et vidéo. Ouais. Justement, est-ce que toi, tu peux nous partager quelques podcasts ou vidéos qui toi, aujourd'hui, sont un peu clés ? Bon, en ce moment, je suis dans un cycle un peu running, donc je vais te parler de Running Addict ou des podcasts type course épique, qui sont vraiment en dehors de ces sujets-là. Après, j'écoute ton podcast, j'écoute aussi le podcast de Tim Levert qui s'appelle Lundi au Soleil, que je trouve plutôt chouette. Celui de Delphine, j'aime bien aussi. Je regarde en même temps Delphine Zanelli, pardon, sur le leadership. Je regarde un petit peu, j'ouvre en même temps mon Spotify pour voir ce que j'ai écouté récemment. Forcément, j'écoute Génération Do It Yourself. Il y a un podcast que j'aime bien aussi qui s'appelle The Bold Way, qui est Adrien Garcia, qui à la base s'appelait Entreprendre dans la mode, mais qui maintenant est beaucoup plus sur les sujets business, innovation. J'aime bien ces formats, c'est des formats longs, plutôt cool aussi. Après, oui, je regarde des trucs sur le marketing, sur le copywriting, sur la vente aussi. Ouais, c'est ce que tu disais, toutes tes compétences annexes qu'en tant qu'entrepreneur, tu es obligé d'acquérir aussi, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, alors il faut faire gaffe à l'overdose, mais sur l'IA, j'ai essayé de trouver un ou deux créateurs que je suis et je teste des choses. Et c'est super. En fait, l'IA, c'est super. Comme chaque fois que tu as un nouvel objet qui brille, il y a beaucoup de monde qui s'y met, c'est super dur de filtrer.
Là, il s'appelle Ludovic Salen. Je l'ai eu sur le podcast. Et j'aime bien ce qu'il fait. Je trouve que c'est hyper actionnable. C'est YouTube ou C'est principalement YouTube. Okay. Ouais, parce que là, il y a la vidéo qui explique comment il utilise et comment il met les mains dans le cambouis. Non, et après, juste pour finir, podcast, moi, j'ai commencé à écouter podcast plutôt avec les podcasts américains. La référence pour moi, et ce qui m'a donné envie d'en faire un, c'est How I Build This de Guy Raz sur NPR. Et je trouvais ça génial. Des histoires d'entrepreneurs, c'était hyper bien monté. Et puis bon, les Américains, ils sont très forts en storytelling, donc ouais, c'est un autre niveau. Donc ouais, ils osent beaucoup plus que nous. En tout cas, merci beaucoup Baptiste. Merci à toi. Tu nous as donné plein d'exemples très concrets et très activables, donc ça c'est cool. Ah, top. Learning by doing, si vous voulez suivre Baptiste, hyper quali. Tu pourras mettre le lien en description de l'épisode. Ah, trop bien. Trop cool. Merci beaucoup en tout merci cas. À toi, venu. C'était génial. Merci de ton accueil. Je te dis à très vite. Ouais, et longue vie à Nouveau Prisme. Merci. À bientôt.